Salut à tous. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle série qui aura pour but de parler de la vie des personnalités importantes du mouvement anarchiste à travers l'histoire. Et dans cette vidéo, nous allons commencer par un homme issu de la plus haute noblesse russe, prédestiné à un avenir brillant dans l'armée, le prince de l'anarchie, Pierre Kropotkin. C'est le jour du 27 novembre 1842, à Moscou, que le prince Alexei Kropotkin, général de l'armée impériale, et la princesse Ekaterina Kropotkin-Soulima se voient devenir les parents d'un quatrième enfant. Piotr Alexeevitch Kropotkin est le dernier de sa fratrie. Il a une sœur, Elena, âgée de 9 ans, et deux frères, Nikolai et Alexandre, âgés de 8 et 2 ans. Lui et son frère Alexandre se noueront d'une amitié forte qui durera tout le long de leur vie. Piotr n'est pas issu de n'importe quelle famille. Les Kropotkin descendent de la dynastie des Rurikides. Cette ancienne dynastie russe régna sur la Russe de Kiev et sur la Moscovie, un état russe médiéval, de 862 à 1598. Mon père était très fier de l'origine de sa famille, et il nous montrait d'un air solennel un parchemin encadré et fixé au mur de son cabinet. Le parchemin représentait nos armes, les armes de la principauté de Smolensk, surmonté du manteau d'hermine et de la couronne des monomaques. Et il y était écrit et certifié par le bureau des armoiries que notre famille descendait d'un petit-fils de Rostislav Mstislavitch le Hardi, grand prince de Kiev, dont le nom est connu dans l'histoire de la Russie, et que nos ancêtres avaient été grands princes de Smolensk. Cette origine, en plus de lui apporter une éducation complète et solide, le prédestine de par son père à un avenir dans l'armée impériale. À la mort de sa mère, en avril 1864, tué par la tuberculose à 35 ans, son éducation et celle de son frère Alexandre est confiée à un précepteur français, Monsieur Poulain. Monsieur Poulain s'installa avec son chien de chasse, sa cafetière Napoléon et ses manuels français. Et à partir de ce moment, il exerça son autorité sur nous et sur le cerf Matvei qui était attaché à notre service. Son plan d'éducation était très simple. Après nous avoir réveillés, il préparait son café, qu'il prenait dans sa chambre. Pendant que nous préparions les leçons du matin, il faisait sa toilette avec un soin minutieux, ramenait ses cheveux gris de façon à dissimuler les progrès de sa calvitie, revêtait son frac, se parfumait et se lavait à l'eau de Cologne, puis descendait avec nous pour saluer nos parents. Nous trouvions notre père et notre belle-mère en train de déjeuner. Alors, nous approchant, nous récitions de la manière la plus cérémonieuse du monde « Bonjour mon cher papa » et « Bonjour ma chère maman » et nous leur baisions la main. Monsieur Poulain faisait une révérence très compliquée et très élégante en disant « Bonjour monsieur le prince » et « Bonjour madame la princesse ». Après quoi, la procession se retirait immédiatement et remontait l'escalier. Cette cérémonie se répétait tous les matins. Alors commençait notre travail. Monsieur Poulain ôtait son frac et prenait nos robes de chambre, mettait sur sa tête une calotte de cuir et,
se laissant tomber dans une bergère, il disait « Récitez la leçon ». Nous la récitions, par cœur, d'une marque faite avec l'ongle dans le livre jusqu'à la marque suivante. Monsieur Poulain avait apporté avec lui la grammaire de Noël et Chapsal, dont plus d'une génération de petits garçons et de petites filles russes ont gardé le souvenir. Un livre de dialogue français, une histoire du monde en un volume, et une géographie universelle, également en un volume. Nous devions confier à notre mémoire la grammaire, les dialogues, l'histoire et la géographie. Kropotkin commencera notamment des études au premier lycée classique de Moscou, avant de rester avec son nouveau précepteur, M. Smirnov. L'hiver suivant, on m'envoya suivre les cours d'un gymnase de Moscou. Et finalement, je restai avec notre précepteur russe, Smirnov. Bientôt, nous devînmes amis, surtout après que mon père nous eut emmenés tous deux faire un voyage dans son domaine de Ryazan. Durant ce voyage, nous nous livrions à toutes sortes de plaisanteries et nous inventions des histoires humoristiques sur les hommes et les choses que nous voyions. D'autre part, l'impression produite sur moi par les régions accidentées que nous traversions ajoutait quelques traits délicats à mon amour croissant de la nature. Sous l'impulsion que me donna Smirnov, mes goûts littéraires commencèrent aussi à s'affirmer. Et durant les années 1854 à 1857, j'eus amplement l'occasion de les développer. C'est en août 1857, à l'âge de 15 ans, que le jeune Kropotkin rentre dans l'armée et intègre le prestigieux corps des pages du tsar Alexandre II à Saint-Pétersbourg. Le corps des pages était une des plus prestigieuses écoles militaires de la Russie impériale. C'était en son sein que la jeune noblesse russe était formée à embraser une carrière militaire. Il est composé de 5 classes que les élèves intègrent en arrivant au corps des pages selon leur niveau. Kropotkin intégrera la 5e classe pour une faiblesse en mathématiques qu'il démontrera rapidement comme étant inexistante. À son grand dam, il devra donc rester 5 ans dans le corps des pages. Ce fut au mois d'août 1857, j'avais alors près de 15 ans, que mon tour vint d'entrer au corps des pages, et je fus emmené à Pétersbourg. Lorsque je quittai la maison paternelle, j'étais encore un enfant, mais le caractère de l'homme est formé ordinairement d'une façon définitive, plutôt qu'on ne le suppose en général. Il est évident pour moi qu'en dépit de mon extérieur d'enfant, j'étais dès lors bien semblable à ce que j'étais par la suite. Mes goûts, mes inclinaisons étaient déjà fixés. Après un séjour de 4 ou 5 ans dans le corps des pages, ceux qui avaient passé les examens de fin d'études étaient reçus officiers d'un régiment de la garde ou d'un régiment quelconque de l'armée, à leur choix, qu'il y eût ou non des vacances dans ce régiment. En outre, chaque année, les 16 meilleurs élèves de la première classe étaient nommés pages de chambre, c'est-à-dire qu'ils étaient personnellement attachés à différents membres de la famille impériale, l'empereur, l'impératrice, les grandes duchesses et les grands ducs. C'était considéré comme un grand honneur. Les jeunes gens à qui cet honneur était accordé se faisaient ainsi connaître à la cour. Ils avaient alors bien des chances d'être nommés aides de camp de l'empereur ou de l'un des grands ducs, et par conséquent, ils avaient toute facilité de faire une brillante carrière au service de l'État. Kropotkin, se révélant être un excellent élève, finit par être nommé sergent du corps du tsar. Ainsi, contrairement aux autres élèves qui doivent s'occuper de corvées et sont au service des nobles de la cour, Kropotkin servira directement le tsar. En juin 1861, je fus nommé sergent du corps des pages.
Je dois dire que quelques officiers n'y voulaient pas consentir et disaient qu'il n'y aurait pas de discipline si j'étais sergent. Mais on ne pouvait faire autrement. Il était de tradition que le premier élève de la classe supérieure fût nommé sergent, et j'étais à la tête de ma classe depuis plusieurs années. Cette promotion était considérée comme enviable, non seulement parce que le sergent occupait une position privilégiée à l'école et était traité comme un officier, mais surtout parce qu'il était en même temps le page de chambre de l'empereur. Et être personnellement connu de l'empereur devait naturellement rendre plus facile l'obtention de nouvelles faveurs. Mais pour moi, le point important, c'était que cette fonction m'exemptait de toutes les corvées du service intérieur de l'école, qui était dévolue aux pages de chambre. Et c'était encore que j'aurais, pour étudier, une chambre à part où je pourrais trouver le recueillement. La vie de cour offre certainement un aspect pittoresque, avec ses manières élégantes, encore que ce raffinement ne soit que superficiel, avec son étiquette stricte et son brillant entourage. Elle est certainement destinée à faire impression. Un grand lever est un beau spectacle, et même la plus simple réception de quelques dames par l'impératrice prend un caractère tout différent d'une visite ordinaire quand elle a lieu dans un salon du palais richement décoré. Les invités, introduits par des chambellans aux uniformes brodés d'or, l'impératrice, suivie de pages richement vêtus et de dames d'honneur. Tout s'accomplit avec une solennité impressionnante. Jouer un rôle dans les cérémonies de la cour, être au service des plus hauts personnages, offrait à un jeune homme de mon âge un intérêt différent de celui de la simple curiosité. D'autre part, je regardais Alexandre II comme une espèce de héros. C'était un homme qui n'attachait pas d'importance aux cérémonies de la cour, mais qui, à cette époque, commençait sa journée de travail à 6 heures du matin et avait engagé une lutte énergique contre un puissant parti réactionnaire afin de faire une série de réformes dont l'abolition du servage n'était que la première. Mais peu à peu, lorsque je pus mieux voir le côté théâtral de la vie de cour, lorsque j'eus pu apercevoir ce qui se passait dans les coulisses, je compris non seulement la futilité de ce spectacle et des choses qu'il avait pour but de voiler, mais je compris aussi que ces vétiles n'absorbaient si complètement la cour que pour l'empêcher de penser à des choses plus sérieuses. Pour la comédie, on perdait souvent de vue les réalités. Et plus tard, à mes yeux s'évanouit lentement l'auréole dont mon imagination avait entouré Alexandre II. Aussi, si j'avais même caressé au début quelques illusions sur la possibilité de jouer un rôle actif dans les milieux de la cour, à la fin de l'année, j'aurais renoncé à ce rêve. Alors qu'il aurait dû embraser les plus hautes fonctions militaires et administratives, Pierre demande à l'étonnement de tous à servir dans un régiment de cosaques du fleuve Amour, en Sibérie orientale. Il est donc affecté à 19 ans à la ville d'Irkoutsk. Depuis longtemps, j'avais résolu de ne pas entrer dans un régiment de la garde, de ne pas consacrer ma vie aux parades et aux bals de la cour. Mon rêve était d'entrer à l'université, d'étudier, de vivre la vie d'étudiant. Il en serait naturellement résulté une rupture complète avec mon père, qui faisait des rêves d'avenir tout à fait différents, et j'aurais été réduit à vivre de cachet. Des milliers d'étudiants russes vivant ainsi, et cette perspective ne m'effrayait aucunement. Mais comment surmonterais-je les premières difficultés de cette vie ? Dans quelques semaines, il me faudrait quitter l'école, acheter des vêtements, avoir ma chambre, et je ne voyais pas la possibilité de me procurer le peu d'argent indispensable pour la plus modeste installation. Mes pensées se tournaient de plus en plus vers la Sibérie. La région de l'Amour venait d'être annexée par la Russie. J'avais lu tout ce qu'on avait publié sur ce Mississippi d'Orient, sur les montagnes qu'il perce, la végétation subtropicale de son affluent, l'Ouzouri, et ma pensée allait plus loin, vers les régions tropicales qu'a décrit Humboldt, et vers les belles généralisations géographiques de Ritter
que je prenais tant de plaisir à lire. En outre, me disais-je, il y a dans la Sibérie un immense domaine pour l'application des grandes réformes déjà faites ou encore à faire. Là-bas, les ouvriers doivent être peu nombreux, et j'y trouverai un champ d'action tout à fait selon mes désirs. Malheureusement, je devrais me séparer de mon frère Alexandre. Mais il avait été forcé de quitter l'université de Moscou après les derniers désordres. Et d'ici 1 ou 2 ans, pensais-je, et c'est en effet ce qui devait arriver, nous serions de nouveau réunis d'une façon ou de l'autre. Il ne s'agissait plus que de choisir un régiment dans la région de l'amour. C'était surtout l'Ouzourie qui m'attirait. Mais hélas, il n'y avait sur l'Ouzourie qu'un bataillon d'infanterie de Cosaques. Un Cosaque sans cheval, c'était vraiment trop peu séduisant pour le jeune homme que j'étais. Et je me décidai pour les Cosaques montés de l'amour. Les 5 années que je passai en Sibérie me furent d'une extrême utilité pour la connaissance de la vie et des hommes. J'entrai en contact avec des gens de toute espèce, les meilleurs et les pires. Ceux qui étaient placés en haut de l'échelle sociale et ceux qui végétaient dans les bas-fonds, les vagabonds et les criminels prétendument incorrigibles. J'eus de nombreuses occasions d'observer les us et coutumes des paysans dans leur vie de tous les jours. Et je fus encore mieux en situation de juger combien peu l'administration de l'État pouvait les aider, même si elle était animée des meilleures intentions. En outre, mes grands voyages, durant lesquels je parcourus plus de 20 000 lieues en voiture, à bord de steamers, en bateau, mais surtout à cheval, fortifiant ma santé de façon étonnante. Ils m'apprirent aussi combien l'homme a besoin de peu de choses dès qu'il sort du cercle enchanté de la civilisation conventionnelle. Muni de quelques livres de pain et de quelques onces de thé dans un sac de cuir, d'une marmite et d'une hachette suspendue au pommeau de sa selle, et d'une couverture placée au-dessous, qu'il étendra au bivouac sur un lit de branches de sapin fraîchement coupées. Un homme se sent étonnamment indépendant, même au milieu de montagnes inconnues couronnées de bois épais et couvertes de neige. On pourrait écrire un livre sur cette partie de ma vie, car il y a beaucoup à dire sur les années qui suivirent. À partir de l'année 1864, rejoint par son frère Alexandre, il commence à explorer la Sibérie et la Mandchourie. Durant une période de quelques années, il participera ainsi à plusieurs voyages d'exploration et cartographiera la Sibérie jusqu'au fleuve Amour. Tout cet été-là, je voyageais dans le bassin de l'Amour. J'allais jusqu'à son embouchure, ou plutôt son estuaire, à Nikolaïevska, rejoindre le gouverneur général, avec qui je remontais ensuite l'Ouzourie, sur un vapeur. Et plus tard, durant l'automne, je fis un voyage encore plus intéressant. Je remontai le Sungari jusqu'au cœur même de la Mandchourie, à Guérin. Peu à peu, je tournai toute mon énergie vers les explorations scientifiques. En 1865, j'explorai le Saillant occidental, ce qui me permit de mieux comprendre la structure des hautes terres sibériennes et de découvrir une importante région volcanique sur la frontière chinoise. Enfin, l'année suivante, j'entrepris un long voyage pour trouver une communication directe entre les mines d'or de la province de Yakoutsk, sur le Vitin de l'Olokma, et la Transbaïkalie. Durant cette période, Kropotkin fait ses premières expériences de la vie politique. Ainsi, il se verra confronté aux politiques réformistes, cherchant à améliorer la vie des prisonniers et à développer l'autonomie municipale. Il pourra alors observer leur échec en Sibérie, dû notamment à son éloignement de la capitale. Cette expérience lui permettra de voir autrement l'effort de la paysannerie dans leur quotidien et la solidité des institutions communales, alors loin de l'influence directe du gouvernement. Les années que je passai en Sibérie m'apprirent bien des choses que j'aurais difficilement apprises ailleurs. Je compris bientôt l'impossibilité absolue de rien faire de réellement utile aux masses par l'intermédiaire de la machine administrative. Je me défie de cette illusion à tout jamais.
Puis je commençais à comprendre non seulement les hommes et les caractères, mais aussi les ressorts intimes de la vie sociale. Le travail, édificateur des masses inconnues, dont on parle si rarement dans les livres, et l'importance de ce travail édificateur dans l'évolution des formes sociales, m'apparurent en pleine lumière. Voir, par exemple, comment les communautés de Doukoborski, frères de ceux qui à cette heure colonisent le Canada et qui trouvent une aide si généreuse en Angleterre et aux États-Unis, émigrèrent vers la région de l'amour, constater les avantages immenses qu'ils trouvaient dans leur organisation fraternelle semi-communautaire, être témoins du succès de leur colonisation au milieu des échecs de la colonisation par l'État. C'étaient là des enseignements que les livres ne peuvent point donner. Puis, les années que je vécus avec les naturels, le spectacle du fonctionnement des formes complexes d'organisation sociale qu'ils avaient élaborées loin de toute civilisation, devaient répandre des flots de lumière sur toutes mes études ultérieures. L'observation directe rendit évidente pour moi l'importance du rôle joué par les masses inconnues dans tous les événements historiques, même pendant la guerre, et j'en vins à partager les idées que Tolstoï exprime au sujet des chefs et des masses dans son ouvrage monumental Guerre et paix. Ayant été élevé dans une famille de propriétaires de serfs, j'entrai dans la vie, comme tous les jeunes gens de mon temps, avec une confiance très arrêtée dans la nécessité de commander, d'ordonner, de tracer et de punir. Mais lorsque, de très bonnes heures d'ailleurs, j'eus à diriger de sérieuses entreprises et que j'eus affaire aux hommes, lorsque toute faute aurait entraîné après elle de graves conséquences, je commençai à apprécier la différence entre ce que l'on obtient par le commandement et la discipline, et ce qu'on obtient par l'entente entre tous les intéressés. Le premier procédé réussit très bien dans une parade militaire, mais il ne vaut rien dans la vie réelle, lorsque le but ne peut être atteint que par l'effort sérieux d'un grand nombre de volontés convergentes. Bien qu'alors je n'ai pas formulé mes observations en termes empruntés aux luttes des partis, je puis dire aujourd'hui que je perdis en Sibérie ma foi en cette discipline d'État. J'étais ainsi tout préparé à devenir anarchiste. Entre 19 et 20 ans, j'eus à élaborer d'importants projets de réforme. J'eus affaire à des centaines d'hommes dans la région de l'Amour. Je dus préparer et exécuter d'audacieuses expéditions avec des moyens ridicules. Et si toutes ces choses se terminèrent avec succès, je l'attribue au seul fait que j'eus bientôt compris le peu d'importance du commandement et de la discipline dans une œuvre sérieuse. Il faut partout des hommes d'initiative, mais une fois l'impulsion donnée, on doit mener l'entreprise, surtout en Russie, non pas militairement, mais d'une manière communiste, par l'entente entre tous. Je voudrais que tous ceux qui charpentent des plans d'organisation sociale puissent passer par l'école de la vie réelle avant de commencer à construire leurs utopies. Nous entendrions alors beaucoup moins souvent parler de ces projets pyramidaux d'organisation militaire de la société. Et voilà, nous laissons donc aujourd'hui Kropotkin dans son régiment de Cosaques en train de faire des expériences qu'il n'aurait pas fait en tant que propriétaire de serre, et nous découvrirons la suite de ses aventures dans la prochaine vidéo. Et sur ce, abonnez-vous, partagez, suivez les réseaux sociaux, et à la prochaine!